Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkov, aujourd'hui, vous recevez la philosophe Chantal Delsol qui vient nous voir pour son livre qui vient de ressortir aux éditions Poche, Le crépuscule de l'univers. Bonjour Chantal Delsol. De l'universel. De l'universel, pardon. De l'universel, oui. De l'univers, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, l'univers aussi est au crépuscule, pas tout à fait le même, effectivement. Et je rappelle d'ailleurs, vraiment, je reçois toujours avec plaisir Chantal Delsol, et vous avez écrit un autre livre aux éditions Bollen sur la démocratie. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, est-ce que c'est aussi, je fais une transition un peu facile, et c'est aussi le crépuscule de la démocratie en ce moment, ce qu'on vit? J'espère que non, mais c'est vrai que la démocratie est un régime fragile, difficile à maintenir parce qu'il n'est pas si naturel que ça, même pas du tout naturel. Et donc, je suis pas sûre qu'on fasse assez d'efforts pour le maintenir. C'est un petit peu ça. On s'imagine que ça coule de source, que ça va de soi, mais oui, que c'est un état immanent, voilà, qui non, est là pour l'éternité. Pas comme ça que ça marche. Ouais. Ouais, voilà. Donc, il faudrait qu'on se rende compte de cette difficulté et qu'on fasse un effort pour. Et l'effort est pas toujours facile ni agréable. Donc, je suis pas sûre qu'on ait pris conscience de ça. Mais quel effort? Par exemple, prenons notre cher et doux pays. On est en 2024, vous savez, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait le général, on sait ce qui s'y passe. Est-ce qu'aujourd'hui, Chantal Delsol, et je vous pose la question brute de décoffrage, est-ce qu'on est en démocratie au sens véritable du terme? Je dis, on sait qu'on n'est pas en dictature, on va pas jouer, on n'est pas en Corée du Nord, heureusement, on n'est pas dans certains pays, mais est-ce qu'on est en démocratie? Au sens où vous l'entendez. On est dans une démocratie dégradée. On est en démocratie parce que officiellement oui, mais en fait cette démocratie est dégradée à plusieurs niveaux selon plusieurs points de vue. Dégradée comment, de quoi? Elle est dégradée d'abord parce que il y a une technocratie très vivace, c'est-à-dire une élite qui s'imagine que, parce qu'elle est composée d'experts, c'est elle qui dit le bien commun, alors qu'une démocratie, c'est pas ça du tout. Dans la démocratie, le bien commun est dit par le bon sens populaire, qui est souverain. Or, actuellement, on n'en est pas vraiment là. Donc ça, c'est un premier problème. Vous voulez dire que la technocratie expertise, les soi-disant sachants ont pris le pouvoir? Exactement, ont pris le pouvoir, et donc ça dégrade la démocratie. Je dis pas que ça la supprime, parce que je suis d'accord avec vous pour dire que faut pas commencer à crier qu'on est en dictature, voire en totalitarisme comme certains, parce que d'abord ça serait faire une injure à ceux qui ont vécu les vrais totalitarismes. Bien sûr. Mais ça, c'est un premier problème. Et puis il y a plusieurs problèmes, mais le deuxième qui me paraît important, c'est que la démocratie finit par être disons, le respect d'une certaine idéologie postmoderne, alors qu'en fait, la démocratie, c'est pas ça. Hein. Je pense que c'est aberrant, par exemple, de prétendre que Orban n'est pas un démocrate parce qu'il n'accepte pas le mariage pour tous. Oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Hein. La démocratie, c'est le respect du bon sens populaire qui s'exprime. Pour certains, si vous n'acceptez pas tous les principes LGBT woke, vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes pas démocrate. Alors, ça, c'est une vision de la démocratie qui me paraît tout à fait biaisée. Enfin, plus que ça, dénaturée. Alors justement, qu'est-ce qui fait que est-ce qu'on n'est pas entré dans cette logique, vous savez, on parle surtout de cette logique du binaire. En fait, on a l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, qu'en France, l'art du débat, etc., il y a toujours eu la tentation autocratique, toujours la terreur, il y a eu la terreur, enfin tout ça. Mais il y avait l'art du débat, on discutait, on n'était absolument pas d'accord, on se mettait d'accord ou pas, mais enfin, il y avait une discussion. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Si tu n'as pas mes idées, c'est que tu es en dehors et de la réalité de la démocratie, mais pas seulement. Et tu mérites d'être marginalisé, ostracisé et marqué du sceau de la famille. Est-ce que c'est un peu ça ? Non, mais j'ai pas la même vision des choses que vous. Pourtant, je crois, André, qu'on a le même âge, à peu près. Oui. Mais donc, on a vécu à peu près les mêmes choses. Il me semble quand même que, actuellement, la liberté de conscience, la liberté de parole est plus grande qu'elle n'a été il y a
40 ans ou 50 ans, à l'époque du marxisme, vous savez, la France, c'est le pays de 93, donc c'est pas un pays tolérant par nature, pas du tout. Oui, d'accord. Mais les Lumières, c'était pas mal non plus. Oui, voilà. Si je regarde ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu récemment, il y a 40 ou 50 ans, lorsque quand même la plupart, la presque totalité, on peut dire, des intellectuels français étaient marxistes, ou marxisants, ou trotskistes, ou je ne sais quoi, la liberté de parole était très très mince. Moi, je me rappelle que mon maître Julien Freud me disait, mais il n'y a plus personne qui me serre la main. C'est quand même incroyable. Julien Freud n'était pas un nazi, loin de là. Bien sûr. C'était juste un aristotélicien qui croyait à la nature humaine. Voilà, des choses comme aussi basiques que ça. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas là quand même. Il y a quand même des panels, des courants très très différents qui se combattent. Moi, j'ai pas l'impression d'être, bien sûr, j'ai pas l'impression d'être seul. Je suis entouré de beaucoup de gens qui me ressemblent dans la société, d'intellectuels qui me ressemblent. Et bien sûr, il y a des intellectuels avec lesquels je suis pas d'accord, mais on peut quand même encore discuter. Alors c'est très intéressant, parce qu'on était sur deux voies différentes, mais c'est très intéressant, Chantal Delsol. Vous dites aujourd'hui, effectivement, par rapport à, effectivement, qu'il valait mieux avoir raison avec Sartre, par exemple, voilà, oui. avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Voilà, c'est ça. Voilà, bon. Mais en même temps, écoutez, il y a quand même une régression de la liberté d'expression. Ce n'est pas le même domaine, mais qui est très intéressant. Moi, je vois, par exemple, je vous donne des exemples je faisais à France 3 une émission il y a 30 ans, sur des phénomènes de société, etc., dans la journée, donc c'était pas à 3 heures du matin, et j'invitais des gens extrêmement différents. Eh bien aujourd'hui, vous par exemple, si je reçois un Renaud Camus pour le prendre que lui, et d'autres, vous savez, le grand remplacement, eh ben on me dit attention. Non, ça va pas, il y a une dérive grave. Il y a quand même une régression, vous ne croyez pas, d'une certaine liberté. On dit, comment dire, vous avez raison, il y a heureusement un retour de balancier par rapport à la dogme, à la doxa marxisante, mais en même temps, il y a des territoires, on ne pouvait plus dire ça si vous n'êtes pas mis au sceau de l'infamie extrême droite, extrême gauche, etc. Il y a ça quand même. Oui, alors vous allez me dire que je relativise encore, mais c'est vrai que c'est un petit peu ma marotte, parce que je pense qu'il faut quand même toujours relativiser. Il faut toujours, oui, pour pouvoir prendre distance, si vous voulez, par rapport au problème. Je comprends. Mais il me semble qu'on a eu, à partir du début des années 50, enfin, à partir de la guerre, de l'après-guerre, il y a eu une démolition systématique de tous les dogmes chrétiens. On a vu, d'un point de vue sociétal, c'était tout à fait clair. Et quand même, le sociétal, c'est très important parce que c'est ça qui recouvre les choses fondamentales et qui développe les choses fondamentales. Et donc, on a eu cette espèce de dilapidation générale de tous les dogmes chrétiens, des croyances chrétiennes, et ça s'exprime dans le sociétal. Et ça, c'était les années, et en fait, c'était 68, les années 60, 70, 80. Et pendant ce moment-là, tout était possible. On démolissait, on ne faisait que démolir. C'est pour ça qu'on a eu, alors je prends par exemple un cas très, très pertinent et intéressant qui est le cas de la pédophilie. Vous avez eu les signatures de tout un tas de gens bien connus qui disaient la pédophilie c'est génial, on a le droit. Le manifeste de libération, voilà, notamment. Tout était possible, tout était possible. Et puis, au bout d'un certain temps, parce qu'on ne peut pas rester dans cette espèce de nihilisme flottant, si vous voulez, ça n'existe pas. C'est bon pour quelques élites, c'est Diogène dans son tonneau, mais il y en a très peu comme ça. Heureusement, une société peut pas vivre comme ça. Donc, il s'est recréé des structures de permis et de défendus. Et donc, on a dit, et maintenant c'est ce qu'on dit, moi pour ça je m'en réjouis, que la pédophilie c'est mal. Et donc, on a recréé du permis et du défendu. Et maintenant, on est en train de recréer une intolérance. Si vous voulez, on peut dire qu'il y a un siècle, c'était absolument impossible de défendre l'homosexualité. Maintenant, c'est impossible de la haïr. Voilà. Donc, vous avez en fait des interdits qui sont plus les mêmes, mais vous en avez encore. Vous avez des retours de balancier. Mais alors, voilà, quand vous dites, oui, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Mais alors, la catholique se réjouit de ce que vous dites, mais que dit la catholique quand elle voit sur l'affiche officielle des Jeux Olympiques, et là c'est hier, même pas avant-hier, mais hier, où on met le dôme des Invalides et on remplace la croix qui est sur le dôme des Invalides par une flèche. Donc, dis donc, comme progrès, vous dites que c'est fini, ça a changé. Eh ben, regardez, l'affiche officielle des Jeux Olympiques 2024, eh ben, ça veut dire que ça n'a pas tellement changé que ça. Nous sommes devenus une minorité. Quand je dis nous, c'est nous. Vous parlez des chrétiens. Les chrétiens sont devenus une minorité, donc faut qu'ils acceptent ça. Mais non, ils n'ont pas accepté. Comment ? Mais comment ? Mais un être de bon sens, qui soit chrétien ou bouddhiste, ne peut pas accepter cette farce. C'est un exemple, l'histoire de l'affiche, c'est anecdotique. Mais c'est pas tellement anecdotique, je veux dire.
je voudrais m'adresser, parce que savoir le philosophe que vous êtes, je ne veux pas de croix dans mon affiche, parce que justement, on est laïque, peut-être, on veut plus, et puis oui, ça c'est la laïcité française, oui. Voilà, d'accord. Sauf que je peux très bien, c'est ça qui est intéressant, je peux très bien ne pas choisir les Invalides. Il y a 400 monuments dans Paris, je prends d'autres monuments qui n'ont pas la croix, et puis je le mets. Non, ils choisissent les dômes des Invalides, ils enlèvent la croix pour mettre une flèche. Donc il y a une intention. Donc ça veut dire que c'est pas une question seulement de minorité ou pas. Mais non, mais il y a une volonté ferme, et j'allais dire même féroce peut-être, de balayer tout ce qui est chrétien, parce que tout ce qui est chrétien a été intolérant, et c'est vrai, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Bien sûr. Et parce que certains ont peur, ou jouent à se faire peur, disons, que ça revienne. Et il est vrai que quand des groupes de chrétiens qui s'extrémisent de plus en plus, parce que comme ils sont minoritaires, vous savez, c'est le balancier, on finit par embrigader ses troupes comme un pays en guerre. Hein. On fait comme ça quand on est minoritaire et qu'on est furieux. Et quand ces gens-là prennent le pouvoir, prenez la Pologne d'aujourd'hui, ils font un peu n'importe quoi dans l'autre sens. Et donc, d'où l'IVG dans la Constitution et tout ça. Parce qu'il est vrai qu'on n'arrive jamais à trouver l'équilibre. Hein. Et ces gens, j'entends les chrétiens dont vous parlez, ne sont pas des gens qui cherchent l'équilibre. Quand ils reprennent le pouvoir, ils vont dans l'excès inverse. Et évidemment, on essaye de... Enfin, disons que les pouvoirs actuels essayent d'éradiquer ce qui reste, parce qu'ils considèrent, à tort ou à raison, ou ils jouent à se faire peur, que ce sont des gens dangereux. Voilà. Voilà l'histoire. Oui, c'est symbolique et c'est psychologique même. Oui, mais alors, on est toujours les dangereux de quelqu'un. Mais bien sûr, mais... On va en parler tout de suite après cette petite pause. Chantal Delsol, et question à vous poser sur les récentes inscriptions et autres. Oui, et puis vous aurez la parole aussi au 0826 300 300 pour réagir, ou tout simplement pour poser vos questions. À tout de suite sur Sud Radio, on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et la philosophe Chantal Delsol, je ne dirais pas qu'elle est dans tous ses états, parce qu'elle a la sagesse de relativiser. Pas comme moi, hélas. Et elle vient d'écrire, je vous dis, en poche, Le crépuscule univers aux éditions du Cerf. De l'universel. Pourquoi je dis grave? Ça, oui, parce que ça a été écrit univers. Et sur la démocratie aux éditions Bollen. Alors justement, on parle de démocratie. Je voudrais savoir, Chantal Delsol, quel était votre sentiment quand vous avez réagi sur cette campagne réussie d'inscrire l'IVG dans la Constitution? En avait-on besoin? Et est-ce que c'est un marqueur symbolique ou pas? Oui, bien sûr, c'est un marqueur symbolique. Ça signifie, on ne pourra plus remettre ça en cause, voire on ne peut plus le discuter. On ne peut même plus le discuter. C'est ça que je trouve un peu grave, parce que c'est dommage qu'on puisse pas discuter. Mais ça devient aussi important que l'interdiction du meurtre. On ne peut plus discuter en France l'interdiction du meurtre. Voilà, oui. Donc là, ça revient un peu à ça. Ouais. Alors que ça me paraît un peu plus compliqué qu'une simple interdiction de meurtre. Ou permission de meurtre, mais c'est juste c'est pour bloquer, parce que il y a la crainte d'un retour en arrière. Mais enfin, il n'y avait aucun signe de retour en arrière, en tout cas. Déjà, quand on se fonde sur ce qui se passe aux États-Unis, ça risque pas d'arriver, parce que, comme on sait, nous n'avons pas le même système politique, et la région Rhône-Alpes va pas pouvoir tout d'un coup interdire l'IVG, parce qu'elle n'a pas les moyens constitutionnels. Mais il y a, je pense, une crainte de, par exemple, ce qui se passe en Pologne, même si je ne vois pas comment une maigre troupe de cathos pourrait prendre le pouvoir en France et interdire l'IVG. Ça me paraît un peu, mais c'est symbolique. Il y a une espèce. Puis quand on voit comment ça s'est déroulé l'autre jour, au moment de la constitutionnalisation, il y avait une espèce de fête symbolique. Une espèce de mise en scène de la revanche, voire de la vengeance, qui était assez intéressante. Oui, victoire. C'est intéressant. Vous savez ce que disait à propos de
la peine de mort et à propos justement de l'interdiction de parler du meurtre ou de dénoncer, c'était Alphonse Karr qui disait moi je suis tout à fait contre la peine de mort à une condition que messieurs les assassins commencent. Car la peine de mort est toujours appliquée. Et pas de la même façon. Oui, mais là, si vous voulez, si on essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui ont mis ça en scène, parce que c'est, en fait, il faut bien qu'on essaie de comprendre. Oui. Je pense que pour eux, la situation est un peu, et c'est pas complètement faux non plus, un peu comme celle que, vous savez, que décrivait Kierkegaard avec les grands principes, les grands dogmes, les gens qui vivent dans un château de concept, vous voyez, ça c'était les dogmes catholiques, l'avortement était interdit, etc. Et puis, le peuple, à savoir au fond les femmes, qui vivaient, comme disait Kierkegaard, dans la loge du concierge, voire dans la niche du chien, et qui, bien en dessous des grands principes, étaient obligés, de pratiquer l'avortement avec des aiguilles à tricoter, machin. Et je pense que dans la tête de ces gens, il y a ça. Nous, on a vécu longtemps dans la niche du chien, avec les grands principes en haut et les gens des assemblées politiques où il y avait que des hommes qui disaient c'est interdit. Maintenant, ça doit vraiment être fini. Et aujourd'hui, c'est vraiment fini. On se met à danser pour fêter ça. Et il y a un peu ça, et c'est pas complètement crétin non plus. Il faut quand même bien regarder ça. Tout à fait. Non, mais c'est intéressant que effectivement, faut voir d'où on part. Oui, exactement. Et que beaucoup de choses ont été absolument décidées. Alors, vous donc personnellement, vous êtes dit c'est le couronnement de quelque chose pour certains, et puis voilà, on l'accepte et très bien. De toute façon, il y a un consensus pour l'accepter, donc on va pas. Tout à fait. Donc il n'y a pas de problème, absolument. Mais alors, est-ce que ça ne vous a pas frappé qu'à 2 semaines d'intervalle, donc c'était l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et maintenant c'est la discussion sur la fin de vie? Est-ce que pour vous ça procède, évidemment c'est pas le même domaine, c'est pas la même chose bien sûr, mais est-ce que ça procède de la même démarche quelque part? Je pense que oui, il y a une volonté d'émancipation de plus en plus vaste, de plus en plus profonde, de plus en plus grande, à de plus en plus de gens. Et l'émancipation, c'est la liberté de faire tout ce que nous avons besoin ou envie de faire. C'est pas seulement une question d'envie, c'est pas une espèce de dépravation des mœurs, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est cette volonté d'émancipation qui va s'appliquer maintenant au suicide. Enfin, il faut quand même voir aussi que le suicide a été dans les sociétés chrétiennes quelque chose d'interdit pendant très longtemps. Vous vous souvenez bien, on n'accordait pas de funérailles chrétiennes aux suicidés. Et il y a une volonté aujourd'hui de remettre en cause tout ce qui était interdit auparavant par la chrétienté. Donc ça en fait partie. Permettre le suicide et même aider au suicide, ça fait partie de cette mise en cause de tous les anciens dogmes. C'est ça. Et qui procède de façon généralisée. Alors, je vais aller plus loin. La suppression, puisque vous parlez de suppression, avec le genre, c'est la suppression de la biologie. Il n'y a plus de biologie. Oui, il y a des hommes, des femmes. Ça va encore plus loin. Oui, mais ça va, oui, je suis d'accord. Ça va encore plus loin. C'est quand même une sacrée suppression. Mais voilà, oui, ça fait partie d'espèces d'émancipation, comme si on devait s'émanciper aussi de tout ce qu'on considérait comme la nature. Parce que là, il y a vraiment une question de nature, de loi naturelle. Qui va au-delà de la chrétienté. Oui, bien sûr, ça va très très loin, ça va au-delà. Et là, je pense que c'est à cause de... Je pense que là sont clairement des excès, et que c'est à cause de ces excès que, disons que les démocraties occidentales sont plus acceptées par nombre de peuples de culture à l'extérieur. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le Crépuscule de l'universel. C'est ça, et que nous a dit quelqu'un que nous avons reçu, qui est là, il y a juste une demi-heure avant vous, dans l'émission d'intelligence économique, qui racontait que, juste un mot, que un certain nombre de sociétés, d'entreprises américaines ou d'ONG, etc., subordonnaient leurs investissements à l'adoption du LGBT et de la woke, et que dans les sociétés africaines, ça faisait des réactions extrêmement fortes, quoi. C'est ça qui provoque l'anti-occidentalisme, parce que je pense qu'on va nettement trop loin. Enfin, ça devient complètement ahurissant. Mais même le mariage pour tous, enfin, il pourrait y avoir un contrat, mais le mariage en tant que tel, c'est un dévoiement des mots et des symboles. Et je comprends très bien que certaines cultures ne l'acceptent pas. Oui, alors que ça va être très intéressant à suivre pour voir si effectivement le phénomène BRICS, est-ce qu'il va y avoir des BRICS éthiques et des BRICS intellectuels ou des BRICS comportementales qui vont effectivement dire non, comme le dollar, nous on n'est pas d'accord.
C'est possible. À suivre. À suivre. On se prend une petite pause et on va continuer à parler avec Chantal Delsol. Oui, on continue. Et vous, auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler. Évidemment, 0826 300 300, vous connaissez le numéro. Emmanuel vous attend au standard et puis on est en direct évidemment sur la page Facebook de Sud Radio pour laisser tous vos commentaires. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, bien sûr, vous aussi, auditeurs de Sud Radio, et nous sommes avec Chantal Delsol et avec toujours beaucoup de plaisir, auteur de Le Crépuscule de l'Universel aux éditions du Cerf qui paraît en ligne de poche, et Sur la démocratie aux éditions Bollen. Parlons un peu de l'universel, de ce crépuscule. Est-ce que quand vous parlez du crépuscule universel, est-ce que c'était pas l'universel occidental, tout simplement, qui est en train de nous faire un petit bye-bye, mais peut-être au provisoire? Oui, la civilisation occidentale est la seule qui ait énoncé ce qu'elle appelle un universel. C'est vrai. Et qui a essayé de le déployer partout. Et ce qu'il y a, c'est que bien sûr, elle a utilisé la force, on peut critiquer, mais cet universel s'est développé tout seul. Enfin, il faut quand même bien penser que s'il y a des hôpitaux et une médecine partout dans le monde, c'est parce que nous avons engagé la recherche scientifique qui a commencé ici, etc. Enfin, pas seulement ça, beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses dans l'éducation, la culture, etc. Oui. Mais donc, l'universel, c'est quelque chose de réclamé par l'Occident. Alors aujourd'hui, c'est intéressant. De réclamer et d'inventer par l'Occident. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de développer l'idée d'un universel qui leur est propre. Mais il est différent parce qu'il se situe pas au même niveau. Il se situe tout à fait dans les fondements, et dans les fondements d'ailleurs qui nous sont communs. Si vous prenez la plupart des paroles de Confucius et celles de Jésus sont les mêmes, au fond. Donc bien de le rappeler, là, il y a un universel, et c'est ce dont les Chinois actuellement se réclament. Autrement dit, ce qu'ils critiquent, c'est que notre universel à nous est un universel de promesses, d'émancipation, d'avenir, si vous voulez. Et ce que critiquent les autres cultures actuellement, beaucoup d'autres cultures, c'est ça. Et ils disent, écoutez, nous, on n'a pas envie d'aller là où vous voulez aller. C'est tout. Vous voyez ? C'est ça le problème. Mais c'est assez récent, cette expression, nous n'avons plus envie d'aller où vous voulez aller. Ça date du tournant du siècle, c'est 20 ans, il y a 20 ans, pas plus. C'est tout à fait récent, c'est très intéressant. Et pour vous, c'est un immense bouleversement, c'est à l'échelle planétaire. C'est un énorme bouleversement, oui. Et est-ce que c'est de ce bouleversement-là, justement, oui, vous allez vers là, on reconnaît, mais on reconnaît ce que vous avez fait, et puis maintenant, nous, on va aller ailleurs parce que, voilà. Parce que vous avez été trop loin. Parce que vous avez été trop loin. Oui, c'est tout à fait clair. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'histoire des occidentalistes et des slavophiles en Russie. Prenons que la Russie, parce que ça serait vrai aussi dans d'autres... Non, mais c'est un bon exemple. Donc, oui, bien sûr, on est d'accord pour écouter le peuple, un minimum de démocratie. On est d'accord pour la science, pour la critique, pour la tolérance. Mais là, d'un point de vue sociétal, vous allez trop loin, mes amis. On vous suit plus. Qu'il n'y ait plus d'hommes, qu'il n'y ait plus de femmes, qu'il n'y ait plus de père et mère, exactement. Ça ne nous plaît pas. On vous suit plus. Ouais. Et là, moi, je leur donne raison. Je pense qu'on va vraiment trop loin, on est devenu un peu, par certains côtés, un peu cinglé. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Parce que on dit oui, la déconstruction, d'accord, la French Theory, tout ça, ok. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a, pour un certain nombre de gens, non pas la possibilité, la jouissance et l'envie d'aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin? À votre avis, qu'est-ce qui provoque cette espèce de motif, je dirais même pas suicidaire, mais enfin c'est un peu ça, les moutons de Panurge. Qu'est-ce qui fait qu'on va continuer, écoutez, si je suis amoureux d'un arbre, je vais épouser l'arbre, si je suis amoureux d'une chèvre, etc. Enfin, bon. Ou de ma machine, de mon ordinateur, par exemple, avec lequel je peux me marier. Je pense qu'il y a un processus qui a pris pied chez nous, une sorte d'élan qui nous habite. Au départ, il y a eu pendant tous les siècles chrétiens, il y a eu l'élan vers le ciel, la spiritualité, Dieu, la transcendance, etc. Et puis, dans la période révolutionnaire, c'est devenu un élan pour le progrès, immanent,
d'aujourd'hui. Et donc, on a d'abord inventé des théories des lendemains qui chantent. Hein. On s'est imaginé qu'on allait avoir... Le Messie est sur Terre et le paradis sur Terre. Un paradis sur Terre, un système social, etc. On a essayé avec les régimes socialistes et tout... voire communiste. On a vu que ça marchait pas. Mais l'élan est resté. Et l'élan qui ne sait plus où aller, parce que tout a échoué pour l'instant. Et donc, il faut bien qu'il se pose quelque part. Et moi, j'interprète ça comme ça. Cet élan, aujourd'hui, se pose sur les questions sociétales. Puisqu'on n'a pas réussi à créer la justice immanente sur Terre avec le socialisme, eh bien, on va créer une espèce d'égalité générale individuelle. Hein. Et donc, chacun va pouvoir devenir qui il veut, faire ce qu'il veut, etc. Oui. Moi, je vois ça comme ça, une espèce d'élan qui n'arrive pas à nous quitter. Hein. Est-ce que on ne retrouve pas, alors, justement, c'est à Chantal Delsol, c'est pas par hasard que je lui pose la question. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas, Dieu, c'est vous êtes tout puissant, la nature, vous allez, voilà, Dieu a peut-être créé le monde, mais vous allez recréer vous-même, et vous allez changer tout ce que vous avez à changer, et il n'y a aucune limite, no limits. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là, quand même, bien sûr, il y a ce côté-là, étant donné qu'il n'y a plus de croyance dans aucune nature, loi naturelle et autres. Donc tout est existant. C'est vrai dans les sciences depuis un siècle. Tout est phénomène. Donc on peut tout changer. On peut faire évoluer les choses autant qu'on le veut. C'est ma volonté qui est souveraine. Et c'est là que se trouve aujourd'hui l'élan, le progrès, l'attente, l'espoir. Oui, mais sauf qu'on voit très très bien les limites de ça. Nous les voyons, vous et moi, mais tout le monde n'est pas dans le même cas. Et puis surtout, beaucoup de gens disent, écoutez, nous, on nous a dit qu'il y avait des limites pendant des siècles et des siècles, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas. Voyez, on nous a dit pendant des siècles que les femmes n'étaient pas capables de voter. On voit qu'elles sont tout à fait capables. Donc, on nous a raconté plein de salades en disant que les choses n'étaient pas possibles. Mais en fait, les choses sont toutes possibles. Vous voyez, il y a une espèce d'excès, d'exagération. Et pour savoir maintenant où se trouvent les limites, bonjour. Voyez. Oui, on nous a raconté des histoires pendant des siècles. Et voilà. On voit que. Et voilà. C'est intéressant, c'est-à-dire que le renversement de balancier, donc vous dites le couvert de la marmite a sauté et puis advienne que pourra. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Oui. Un peu ça. Oui. Je crois qu'on a un auditeur. Oui, on est en train de le caler. Okay. Ce sera Pierre de Toulouse qui sera avec nous dans un instant. D'accord. Oui, juste par rapport à ça. On a retrouvé Pierre. Bonjour Pierre, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, j'ai écouté cette dame qui est extrêmement intéressante. Il y a deux choses par contre que je voudrais dire. Vous avez parlé de ce problème de démocratie et de manque de liberté de parole. Oui. Moi, je crois que, en effet, comme elle l'a très bien dit, la société a évolué et avec la multiplication des médias, on a de plus en plus la possibilité de s'exprimer. Si ce n'est que derrière, nous sommes contraints parce que la plupart des médias sont subventionnés par l'État et donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette forme de nivellement de la parole, de ce que l'on doit dire, parce que forcément, il peut y avoir le couperet qui tombe, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le général, qui commence à s'exprimer et qui dit automatiquement, hop, il y a le levier de l'État qui y met son grain de sel. Après, pour la deuxième chose, concernant la religion, je crois que la religion chrétienne, bien sûr, on a séparé l'Église de l'État en 1905, ça a très très bien fonctionné jusqu'à dans les années 70-80 ou 90. Aujourd'hui, nous ne sommes pas confrontés à un problème où la religion doit refaire surface. Ce qu'on ne veut pas surtout, c'est que la religion chrétienne soit remplacée par une autre religion, puisque nous avons accepté, nous, de la liberté d'expression et on a aboli les dogmes quelque part, vous voyez, avec la laïcité. Donc, je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui il y a peut-être une évolution de la société où la société se contracte par rapport à cette montée peut-être de la religion musulmane, par exemple. D'accord. Chantal Delsol, par rapport à ce que dit... Oui, par rapport à l'interdiction de dire certaines choses. Vous savez, je crois que ça a toujours existé. Il n'y a pas de société dans lesquelles on peut tout dire. Donc, simplement, les interdits sont plus les mêmes qu'avant, c'est tout. Mais moi, tant que ça va pas trop loin, ça ne me choque pas. En tout cas, apparemment, ça ne me choque pas autant que vous. Quand vous parlez de
de la religion, d'une religion qui serait en train de remplacer une autre. Il est évident que l'islam pourrait remplacer la religion chrétienne, au sens où ça pourrait devenir une religion importante et conquérante surtout, puisque les chrétiens ne sont plus des gens conquérants, ils n'ont plus du tout envie de l'être, ils sont eux-mêmes assez complexés d'avoir été trop conquérants, et donc ils n'ont plus du tout envie de conquérir qui que ce soit, ils sont même plutôt culpabilisés, alors que l'islam effectivement est drapeau en tête. Mais est-ce que ce n'est pas là l'apanage, parce qu'en Amérique et ailleurs, et même en France et ailleurs, on voit quand même un sursaut, non, de les baptêmes, etc., sans aller très loin, je sais que ça va pas très loin, mais est-ce qu'au fond, regardez des pays comme la Russie ou comme la Hongrie, justement, on parlait de Orban et compagnie, il y a quand même une espèce de... Qu'est-ce qui fait que le collectif a disparu? Même, bon, la religion a disparu, mais il n'y a pas d'autre ciment pour unir des peuples. On a l'impression que chez nous, je parle de la France, etc., on s'en fiche un peu. La France, c'est presque une espèce d'idée, oh oui, bon, écoutez, on fait semblant, voilà, mais le drapeau, on s'en fiche, drapeau européen, maintenant c'est le drapeau européen. Il y a quand même ça, quelque part. Il y a une idéologie européenne, c'est intéressant d'ailleurs, qui a presque remplacé l'idéologie nationale, quelque part. Oui, je ne sais pas s'il y a une idéologie nationale. Oui, c'est plutôt effectivement une idéologie européenne qui... Oui, je suis d'accord avec vous. Cela dit, il y a moins de critiques du patriotisme qu'il n'y avait il y a 20 ans ou 30 ans, je trouve. Ouais. Il y a quand même une volonté de parler de la France chez les dirigeants qui avait un petit peu disparu après les années 68, il me semble. Ouais. Cela dit, c'est vrai que les Français sont des révolutionnaires qui critiquent tout, qui veulent pas la chose commune, sauf quand elle leur apporte des émoluments ou quelques avantages. Quelques avantages. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Nous sommes un peuple un peu de révoltés, au fond. Mais de révolter, en même temps, de résigner devant des choses où ils râlent en privé. C'est ça. Mais ils ne disent pas un mot en public. C'est ça, il y a un peu ça. Il y a quand même ça aussi. Oui, c'est un peuple de râleurs, plutôt, on pourrait dire les choses comme ça. Oui, plutôt râleurs que révoltés. C'est pas... Mais tout ça est un peu dommage. Oui, c'est un peu dommageable, c'est vrai, c'est un peu... Et qu'est-ce qui fait pour vous, Chantal Delsol? Je voudrais qu'on revienne sur l'universel. Est-ce qu'aujourd'hui... Donc, vous avez parlé de la Chine, en fait, Confucius, Jésus, je dirais pas même combat, mais enfin, il y a des rapprochements et des similitudes incontestables. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une possibilité d'universel ou, parce qu'il y a eu l'universel, disons en économie, c'est l'universel du dollar, l'universel américaine. Il y a eu un universel américain, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et puis, est-ce qu'il y a encore, parce qu'on dit on est entré dans le monde multipolaire, à un moment donné, c'était, voilà, l'hyperpuissance américaine. Aujourd'hui, le monde multipolaire. Alors là, c'est sur un plan, effectivement, géopolitique et autres. Est-ce que sur un plan, je dirais, éthique ou idéologique ou de croyance, est-ce que le crépuscule universel n'est pas l'apparition de ce monde multipolaire où il n'y a plus d'universel? Ah oui, bien sûr. Il y a un refus dans plein de pays. Il y a un refus de l'Occident entendu comme une forme d'universalisme, et donc un refus d'accepter un certain nombre de... Qui, à votre avis, peut être remplacé ou pas? Ah ben, chaque pays va donc ce ne sera pas universel. Ah non, est-ce qu'on peut avoir un autre universel après l'universel occidental? Ah ben, je sais pas. Pour l'instant, il n'est pas encore apparu. Enfin, vous savez, les musulmans se réclament d'un universel. Les musulmans pensent que le monde entier est musulman et que nous autres qui ne sommes pas musulmans sommes des hérétiques. Donc là, il s'agit d'un universel. Alors bon, peut-être vont-ils et effectivement, ils peuvent essayer de l'imposer, mais enfin, là, ils vont avoir du mal. Mais enfin, par le terrorisme, on peut faire un certain nombre de choses. Certes. Je crois que on marque une dernière pause dans Berkov dans tous ses états, et après, on aura Philippe qui nous attend au standard au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dernière ligne droite dans Berkov dans tous ses états. On continue cet entretien philosophique avec Chantal Delsol. Et puis nous avons Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Madame Delsol. Bonjour André. Oui, Madame Delsol, juste une question. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la théorie d'Emmanuel Todd sur, en fin de compte, le nihilisme, ce qu'il appelle le nihilisme, la perte des pratiques religieuses, du protestantisme, du catholicisme, des valeurs intrinsèques qui ont fait nos sociétés. Et puis, on va dire aussi les théories de Francis Fukuyama et Emmanuel Shindon. Que pensez-vous du nihilisme et de la théorie de Todd sur notre société là, sur la fin de l'Occident, etc., etc. Ouais. Exactement. Je parlerai pas de nihilisme pour ma part. Enfin, je suis pas d'accord avec ce qu'a écrit Todd dans son dernier livre. Je pense qu'il peut y avoir des périodes de nihilisme qui sont à la fois rares et très limitées, au moment où on démolit quelque chose d'important et où rien n'a encore repoussé. Alors, ça dure pas très longtemps, parce que je pense que c'est une situation qui est trop inconfortable. Personne ne peut vivre comme ça. Tout à l'heure, je parlais de Diogène dans son tonneau. Voilà, c'est rare. Diogène est effectivement... Oui, la période nihiliste ne dure pas éternellement. Pourquoi ? Parce que immédiatement, les gens, la plupart des gens reprennent des croyances, alors quelles qu'elles soient. Hein. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a anéanti un certain nombre de croyances qui, au fond, venaient du christianisme. Et là, je suis d'accord avec Todd, mais elles ont été très, très immédiatement remplacées. Elles sont en cours de remplacement et de restructuration à travers ce que j'appelle très généralement le paganisme, mais j'aime pas tellement utiliser ce mot parce que c'est un mot péjoratif, même si dans ma bouche il ne l'est pas, mais je dirais cosmothéiste ou panthéiste. Je pense que l'écologie est devenue une religion, hein, même si, bien sûr, je suis pas en train de dire que les problèmes écologiques ne sont pas des problèmes aussi scientifiques. Mais par-dessus, il y a une religion qui s'installe. Nos contemporains ne vont plus à la messe, mais ils embrassent les arbres. Donc, si vous voulez, ça c'est... Le genre est devenu une forme de religion, voilà. Ouais. Donc, je ne crois pas du tout au nihilisme, parce que les gens se sont remis à avoir d'autres croyances, d'autres dieux, avec des petits dés, évidemment. Mais la vraie question, et je prolonge simplement Philippe, mais est-ce que la majorité n'est pas, elle, devenue nihiliste ? Moi, je pense pas. Nihiliste paisible, vous pensez pas ? Vous avez vu le nombre de sorcières qu'il peut y avoir sur les réseaux, le nombre de voyantes que les gens vont... Enfin, c'est inimaginable. Tout ça est revenu en force. Les sagesses, des sagesses stoïciennes, enfin, des gens, vous avez un certain nombre de philosophes comme Comte Sponville qui défendent ça, et des sagesses asiatiques qui nous influencent. Hein. Donc, tout ça, ce sont des nouvelles croyances, une nouvelle forme de croyances. Hein. Ouais. Et effectivement, donc, est-ce que c'est un peu la traduction de ce que disait, vous savez, Gramsci, quand il disait quand le vieux n'est pas encore mort et que le jeune n'est pas encore né, c'est là où naissent les monstres. Voilà, enfin, exactement. Ouais. Mais on est là-dedans, là, aujourd'hui. Oui, je pense que des choses sont en train de renaître. Alors, elles vont être bizarres. C'est pas ce à quoi on a été habitué. Il y a des renaissances de vieilles choses, il y a des choses nouvelles, bizarres. Bon, mais beaucoup d'autres croyances vont se consolider. Oui, c'est en cours. Très intéressant, je vous sens optimiste, Chantal Delsol. Ah oui, mais je suis pas. Mais vous savez, je suis pas pessimiste parce que j'ai confiance dans la renaissance dans la naissance de nouveaux êtres qui vont imaginer des choses auxquelles nous ne pensons même pas, qui vont restructurer le monde d'une manière que nous n'imaginons pas. Bon, j'ai confiance dans tout ça. Je pense des extraterrestres ? Non, mais les êtres qui vont naître derrière nous, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Vous croyez à la capacité, effectivement, complètement. Sinon, je ne croirais pas en la personne. La personne, c'est insondable. Hein, j'y crois. Absolument. Non, mais c'est bien aujourd'hui d'avoir effectivement des caps, et vous n'êtes pas la seule, et heureusement, d'avoir des caps, effectivement, de bonne espérance, si je peux pas mettre ce très mauvais jeu de mots. Pour revenir à la démocratie, quand même, moi j'ai été extrêmement frappé, on parlait de la liberté d'expression, évidemment j'y suis très sensible comme beaucoup de gens, parce que c'est un peu notre métier, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, mais vous avez vu cette loi, par exemple, cet amendement à la loi, on a dit voilà, l'expression même non publique de certains appels au racisme, à la discrimination, j'ai l'impression, si vous voulez, et évidemment ça fait partie de Wauquiez et compagnie, qu'on ne peut plus faire un certain nombre de plaisanteries qui étaient absolument celles de Desproges ou de Coluche, je prends exprès, non pas des philosophes, mais des amuseurs, enfin, et j'ai l'impression que ça, vous dites on ne pouvait pas faire, mais il y avait cette espèce de
regardez, le temps des surréalistes, le temps des existentialistes, le temps des situationnistes ou autres. Il y avait en tout cas des excès quand il traitait Jésus du crapaud de Nazareth, il l'écrivait à la Sorbonne. Aujourd'hui, vous ne pourriez pas dire ça. Si Jésus, on peut en dire, mais que ce soit sur la religion juive ou la religion musulmane, par exemple, je ne sache pas qu'une radio ou une télévision se permettrait de dire quoi que ce soit. Et peut-être c'est bien, mais d'un autre côté, il y a, moi je sais pas, je sens une espèce de régression. Vous voyez, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, où il dit, c'est-à-dire, si vous êtes chez vous avec des amis, quelqu'un peut-être à un moment donné un peu bourré ou etc. se permet une plaisanterie de très mauvais goût. Je l'accorde. Si quelqu'un a son téléphone portable, il peut dénoncer en disant, écoutez, il y a monsieur tel, qui a émis vraiment une plaisanterie grossière. Est-ce que ça vous fait pas peur, ça, quelque part? Il y a 80 ans, vous pouviez être dénoncé parce que vous aviez fait l'éloge de l'homosexualité, vous alliez à la police. Regardez les romans du 19e, vous voyez ça clairement, surtout dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, plus qu'en France. Ça a toujours existé, c'était pas les mêmes choses, c'est tout. Mais cela dit, là où je vous suis, c'est que je pense que nous sommes dans une période victorienne, disons avec monopole de la vertu. Et ça, pourquoi? Parce qu'avant, on pouvait se permettre, comme vous dites, de plaisanter même sur des choses graves, parce que nous avions un arrière-fond spirituel. Mais là, comme cet arrière-fond a disparu, la religion était remplacée par la morale. Et en fait, c'est la morale qui est devenue une religion. Qui a pris la place, qui s'est glissée dans la place, en fait. Donc, elle est devenue aussi importante, aussi essentielle, aussi grave que la religion elle-même. Et ça nous donne une période victorienne. Vous avez des pères la vertu à tous les coins de rue qui disent, si jamais vous faites une insulte raciste, voilà. Mais c'est ça. Alors c'est intéressant parce que ce que vous dites, la morale est devenue une religion. Oui, je pense. La science est devenue une religion. La science ne change jamais une religion. La science est devenue une politique. Voilà, oui, c'est ça. On l'utilise pour tel ou tel moyen. Donc, on a quand même une espèce de radicalisation étonnante de si ça me convient et ça convient à mon camp, je vais utiliser des choses qui n'ont rien à voir avec l'idéologie, mais je vais parler de la science, je vais parler de sauver la planète, etc. Mais c'est au service d'autre chose. C'est au service du pouvoir. Oui. C'est ça. Oui. La glorification de la science, c'est au service du pouvoir. Actuellement, c'est une période où la politique et la science croient qu'elles sont complètement entremêlées. Ce qui est une aberration. Moi, j'ai jamais été platonicienne, mais c'est du platonisme. C'est une aberration, effectivement, parce que la science est tout sauf une religion, sauf une politique. Bien sûr. C'est fou. Alors, je rappelle vraiment, lisez, parce que là, il faut de temps en temps creuser. Vous savez, si on ne creuse pas, on ne comprendra rien de l'écume. Si vous voulez comprendre l'écume, il faut creuser. Et vous prenez votre scaphandre, vous lisez, vous allez jusqu'à les livres, comme celui de Chantal Delsol, Le crépuscule de l'universel, aux éditions du Cerf, comme celui de Chantal Delsol également, mais elle en fera d'autres, sur la démocratie aux éditions Bollen. Vous savez, comme disait quelqu'un, arrêtez d'en vouloir au thermomètre s'il donne la température et essayez de comprendre pourquoi la fièvre monte. Ce sera beaucoup plus utile pour vous et pour nous aussi. Merci beaucoup Chantal Delsol d'avoir été avec nous. Merci à vous. Entre 13h et 14h aujourd'hui, André Berkoff, on se retrouve demain de midi à 14h. Nous serons avec le ministre des Affaires sociales libanais qui sera avec nous demain matin. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.